arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence. Bonsoir à tous, bande de loulous d'après second tour. J'espère que vous allez tous bien. La gueule de bois le lundi matin quand même. Mais j'ai pas regardé les résultats le dimanche soir, mais en me levant le lundi matin, comme tout le monde, je pense que j'étais un petit peu surpris du résultat. On va débriefer ça ce soir avec Maximus et Monsieur Poncardassa qui nous a rejoint pour une seconde émission. Et petite info, va y avoir un direct ce soir, va y avoir la libre antenne demain soir et le journalou, ce sera vendredi soir au lieu de samedi soir. Donc il y aura bien un journalou cette semaine, mais ce sera le vendredi soir. Donc là, ce soir, demain soir, après-demain soir, on passe la soirée ensemble. Monsieur Ploncardassac, bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, pas de problème. Je travaille énormément, ça entretient. Non, et puis non, je suis en train de terminer la relecture de ma nouvelle édition de la maçonnerie, qui va être très largement augmentée. Beaucoup de travail, sans compter tout le reste, les entretiens, la confection de la politique, etc., etc. Donc, c'est très bien, ça marche très bien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours, ce qui est encore mieux. Donc voilà, je vous écoute. Eh bien, ouais, moi aussi, pas mal de boulot. Et d'ailleurs, cet été, là, je vais intégrer un de vos ouvrages dans le générique de début. Là, comme ça, à la rentrée, il y aura aussi un de vos ouvrages dans le générique de début. Ah oui, je m'apprêtais à vous faire de sanglants reproches. Et, Il serait temps quand même. oui, Oui, ce sera fait. surtout qu'on les a fait en conseil de lecture, certains d'entre eux, pas En tous. plus, ouais. Parce que Bon, et toi, Donc, Maximus, comment ça va cette donc, semaine? en fait, vous êtes des paresseux, c'est ça. Pas mal de boulot quand même derrière. Non, non, mais vous êtes des paresseux, vous n'avez pas modifié ou complété plutôt votre. En fait, ce générique-là, je l'ai fait sur l'ancien ordinateur. Ça veut dire que pour refaire le générique, il faut que je ressorte l'ancien ordinateur, que je me mette dessus. Donc, sinon, je dois tout refaire à zéro. Donc là, je vais reprendre l'ancienne version sur l'ancien logiciel. Et puis, je vais m'occuper de ça pendant l'été, là. Maximus, toi, comment ça va cette semaine? une semaine qui se déroule normalement, on va dire, avec ses complexités comme d'habitude, et puis les résultats de cette pseudo-élection, en fait, où on sollicite soi-disant l'avis de la population, mais on voit que tout ça m'a rappelé un petit peu la campagne de 2002. J'avais un parfum de déjà vu, en fait. C'était le retour du fascisme, le bruit des bottes, la Luftwaffe qui allait bombarder Paris. Enfin, c'était assez pathétique de voir encore une jeunesse de gauchistes, d'ignards, qui encore une fois voulait faire un front contre le danger, l'hydre fasciste. Quoi. On était retombé là-dedans. Donc c'est-à-dire que moi, je suis inquiet pour le niveau intellectuel et historique du peuple français qui vraiment ne comprend plus rien à rien et n'a aucune notion de rien. C'est-à-dire que on voit bien que les ingénieurs sociaux de type Cyril Hanouna et autres ont bien fait le travail quand même d'abrutissement de la population qui est à un niveau de degré zéro de compréhension de la politique. C'est catastrophique parce qu'il s'agit de notre survie en fait. Et on veut penser les mots de la République avec le remède de la République. Bon, je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais bon, bref, c'est un peu comme le gars qui se serait brûlé le bras dans le feu, et en fait, on lui enflamme encore le bras pour le soigner. C'est à peu près ça. Ouais, c'est vrai que ça vous a surpris, vous, ces résultats, Monsieur Ploncardassac? Je dirais surtout qu'il m'indiffère. Il y a longtemps que je crois plus en la démocratie. Et de toute façon, ce que représente aujourd'hui le Rassemblement national ne m'attire pas du tout. Voilà pour dire les choses clairement. Moi, je vois ça vraiment, j'avais parlé à un moment d'une accélération du calendrier, puisque moi, je voyais justement comment dire? Le Rassemblement national, la dite extrême droite française, arriver au pouvoir en 2027 et je pensais qu'à ce moment-là, justement, en 2027, ça allait être un beau chaos et qu'on verrait les médias nous expliquer que notre système démocratique est à bout de souffle, donc il faut changer de système et puis, évidemment, derrière ce chaos,
la gouvernance passerait à l'Union européenne. Et donc, j'avais vu ça vraiment là comme une accélération du calendrier. Mais en fait, je me suis dit, si on va jusqu'au bout du truc là, si on va jusqu'en 2027 et que l'extrême droite arrive au pouvoir, je me suis dit, il y aura quand même quelque chose qu'on n'aura pas essayé. Et il y a quelque chose encore, on pourra dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé, c'est l'extrême gauche. Et là, de voir justement, la gauche alliée à l'extrême gauche, eh bien, gagner ces législatives, ben, on pourra dire que de 2024 à 2027, on aura essayé un gouvernement, d'extrême gauche et puis à partir de 2027, je pense que, là, l'extrême droite arrivera au pouvoir et puis à ce moment-là, le scénario vers la gouvernance européenne, puis la gouvernance mondiale se déroulera à ce moment-là comme prévu. Donc c'est comme ça que je vois un petit peu les choses. Après, tiens, puisque Maximus parlait de Cyril Hanouna, je me souviens que Cyril Hanouna avait dit que si la France insoumise, gagnait ses élections législatives, il se barrait. Donc bah, Cyril, je crois qu'il est temps de faire ses valises, hein, faut tenir sa parole. Tu avais dit que tu partais, faut partir maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez de ça? Cyril Hanouna avait dit que si alors là, c'est évidemment, c'est le Front populaire, mais c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est LFI qui vient quelque part de remporter ces élections. Vous pensez, vous, que ça a été, que les scores ont pu être manipulés là? Il est évident qu'en démocratie inorganique, on est constamment dans la manipulation. Parce on est en dehors du réel. C'est pour ça que j'insiste toujours, je fais la différence entre la démocratie organique telle qu'elle est exercée au travers des corporations et la démocratie inorganique qui a découlé de la révolution de 1789, puisque à partir de là, les peuples, et pas que la France, ne, ne jugent ou croient pouvoir juger des problèmes que parce que leur en disent les médias. Donc l'équation est très simple, qui tient les médias tient en très grande partie le vote du citoyen. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique. Donc voilà. Et toi, Maximus, tu penses que les scores ont pu être manipulés? Je vois qu'il y a Marie-FD qui nous dit, il y a eu une fraude avérée et puis on se souvient aussi de ces personnes qui démarchaient dans les EHPAD pour aller chercher comment dire? Pour aller chercher des procurations et je crois que ça, c'est la gauche qui le faisait, hein, donc il y a aussi ça, hein. Ça, je pense que ça a beaucoup joué dans les urnes. D'ailleurs, à propos de procuration, avez vu le nombre incroyable, anormal de procurations? 3 200 000 et quelques. Ouais, c'était énorme. Je crois qu'ils ont il y a et Alors, c'est très rare qu'il y en ait il eu y a un autant, ouais. problème là, il y a un problème. Et toi, Maximus, tu penses quoi de ces résultats-là? Mais moi, je ne peux pas penser que dans un système fondamentalement corrompu, malhonnête, pervers, qui protège des pédocriminels, protège des satanistes, des francs-maçons, comment dire, des gens qui détournent de l'argent public, qui volent de l'argent public, je ne peux pas croire à un système, je ne peux pas croire à des élections honnêtes. Ça tient pas la route. C'est-à-dire que tout serait en fait malsain autour de la République et dans la République, et quand la République organise quelque chose, ça devient honnête. Ben moi, je trouve que ça tient absolument pas la route. J'ai déjà dit pour les Européennes, j'ai déjà dit pour les Européennes, et je vais le redire, j'insiste encore là-dessus. Il est absolument techniquement impossible que Asselineau et Philippot fassent 1% aux élections. Ce n'est pas possible. Je prends le cas d'Asselineau. Asselineau milite depuis 2007 pour le Frexit. Nous sommes en 2024. Ce n'est absolument pas possible qu'il n'ait pas eu au moins la possibilité de doubler son score. C'est-à-dire passer de 1 à 2%. C'est rien que ça, c'est le minimum. Imaginons un instant un type, un gringalet qui rentre dans une salle de muscu en 2007, qui lève 10 kilos sur une barre, et arrivé en 2024, tout en fréquentant toujours la même salle de muscu, en 2024, il lève toujours 10 kilos. Vous allez dire, il y a un problème. Ben, c'est très exactement ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a un lissage des chiffres et il y a une correction des pourcentages, c'est évident. Alors, dans ces élections-là, qui sont les élections législatives, on a vu LFI qui est arrivé. Le problème, c'est que Mélenchon et comment dire et Macron se connaissent. Je suis persuadé que Mélenchon et Emmanuel Macron s'échangent des coups de fil en off. C'est obligé.
Et de toutes les façons, si c'est pas par s'ils ne le font pas directement, je dirais que ça se fait par l'intermédiaire du Grand Orient de France. Parce que Mélenchon est membre du Grand Orient de France et il est clair que Macron a aussi ses antennes et ses interlocuteurs au Grand Orient de France. J'en veux pour preuve sa visite qu'il a faite au Sénégal, alors qu'il n'a strictement aucun mandat légitime pour pouvoir se rendre au Sénégal et y rencontrer les officiels. Donc ça, c'est louche. Et si les gens ne voient pas qu'il y a un problème dans ce système, dans ce régime, et que effectivement, pour moi, on les banane depuis 1789, si les gens continuent encore de penser que par les élections, on va trouver la solution du problème, je pense qu'ils font fausse route. Nous savons tous que ceux qui gouvernent ne se présentent pas aux élections. Quand on vous envoie en fait vos professions de foi, vous voyez pas la profession de foi de BlackRock, ni de McKinsey, ni de Vanguard, ni de l'Union européenne. Vous voyez des candidats. Ce sont les pare-feux qui servent en fait à cacher le gouvernement invisible qui, lui, a véritablement la main sur le pays à travers la dette. Parce qu'en fin de compte, dans ces élections, de quoi on a parlé? On n'a même pas parlé ni de l'Union européenne déjà, donc on a évacué le débat, parce que le débat sur l'Union européenne, c'est quand même le point central du mondialisme, l'euro-atlantisme. Si on ne parle pas de l'Union européenne et de ses pouvoirs démesurés et de notre perte de souveraineté, en fait, on ne parle de rien. Parce qu'en réalité, les décisions, on sait qu'elles se prennent en dehors des ministères, enfin du moins dans les antichambres des ministères. Et nous le savons très bien, et ça a été avoué par des grands maîtres comme Jolle et Magaldi, et puis par exemple même Alain Bauer et d'autres, qui ont dit ouvertement que bon, voilà, il y avait des discussions sur la laïcité, sur le métissage, sur le vivre ensemble qui étaient discutés en loge, et après ça se transformait en projet de loi. Donc on a affaire en fait à des employés de premier niveau qui sont des pantins qu'on fait bouger avec des fils. Et puis, nous, on pense que c'est eux qui prennent les décisions. Mais ces types-là ne prennent aucune décision. C'est une perte de temps monumentale que de mettre un bulletin pour Pinocchio. Alors que Pinocchio vert, Pinocchio rouge, Pinocchio violet, Pinocchio arc-en-ciel, ça reste Pinocchio. Et quand est-ce qu'on parle de Geppetto? On parle jamais de Geppetto. Mais il faudrait peut-être commencer à parler du marionnettiste, quoi. Monsieur Ploncard-Dassac. Je ne peux qu'être d'accord, c'est évident. Et c'est pour ça que je dis toujours que cette démocratie inorganique ne représente strictement rien, sauf des intérêts cachés. Cachés. Là, on voit en fait, le débat autour de ces élections, ça a surtout tourné, j'allais dire autour du sociétal, mais même pas. Ça a surtout tourné, en fait, autour de la morale et de la moraline, puisque, ben, tout le premier tour, on a entendu parler que de racisme et d'antisémitisme et tout le débat du second tour, on a entendu parler que de racisme et d'antisémitisme et en effet, le fait que les décisions soient prises à l'Union européenne, le fait que, les décisions économiques soient prises, par, BlackRock ou, le Forum économique mondial ou l'Union européenne par les GOPÉ, c'est vrai que ça, on n'en entend pas parler. Je voyais un message passer dans le Clavardier. Il y a quelqu'un qui disait que en fait, c'est Marie FD qui dit, «Le Frexit était le seul choix à faire». Bah, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, mais quand on voit justement là par la moraline, à quel point les gens sont encore extrêmement manipulables, voilà, pour eux, ils ont fait le vote du cœur, le vote contre le racisme, le vote contre l'antisémitisme, parce qu'on leur a mis que ça dans la balance. En gros, on leur a expliqué si jamais, demain le Rassemblement national gagne ces élections, eh bien, la France va basculer dans la terreur, alors que c'est l'extrême gauche, hein, qui menaçait de foutre le bordel. D'ailleurs, ils ont fêté la victoire et il y a quand même eu du bordel. Il y a quand même eu du bordel. Il y a eu un policier qui a été blessé, il y a eu 4 interpellations, je crois que c'était du côté de Nantes et ils avaient promis que si jamais, ils étaient prêts, hein, que si jamais le Rassemblement national arrivait en tête à ces élections, eh bien, il y aurait du bordel. Et puis là encore, je crois qu'on a un représentant de LFI, qui a carrément parlé d'aller prendre Matignon si jamais, comment dire, Emmanuel Macron ne mettait pas dans son gouvernement, eh bien, en majorité, de l'extrême gauche et un premier ministre d'extrême gauche. Donc c'est toujours en fait une sorte de menace de bordel, de casse et puis on nous explique qu'en fait, il y a une menace de l'extrême droite. Bah, non, moi je la vois pas la menace d'extrême droite. J'ai vu que des gens toujours habitués à perdre des élections et ça s'est toujours passé dans le calme, vraiment.
Et pareil, quand il y a des défilés, on nous explique des fois qu'il y a des défilés d'extrême droite, défilés néo-nazis. Assez bizarre d'ailleurs la manière dont c'est très discipliné et très organisé, mais ça se passe toujours sans la moindre vague. Et à chaque fois que l'extrême gauche rentre en scène, alors c'est des vitrines cassées, c'est des arrêts de bus brisés, c'est des voitures, des poubelles brûlées. C'est toujours un énorme bordel. Et pourtant, dans la tête des gens, ça reste toujours, on va dire, le choix de la sagesse que de s'orienter plutôt vers la gauche. Alors quand je parle de la gauche, moi j'ai toujours fait une différence entre être de gauche et être gauchiste. Pour moi, le gauchisme est une maladie mentale. Mais bon, je vais pas redévelopper là-dessus. Mais je sais pas si vous voulez intervenir, Monsieur Plancardassac. Vous n'êtes pas très bavard ce soir, j'ai remarqué. Un peu fatigué? Écoutez, c'est vous qui êtes bavard, mon cher. Non, mais quand je vous donne la parole, c'est très très court. Donc j'essaye de combler. Non, je n'ai pas à vous contredire. Ce que vous dites est tout à fait exact. Mais là encore, je ne peux que redire et redire et redire que tout ça, ça découle des faux principes imposés à partir de la Révolution de 1789, où les peuples croient être maîtres de leur vote alors qu'ils ne sont que manipulés. Alors, en plus de ça, non seulement ils sont manipulés par les médias, mais si par hasard ils votent conformément à leurs intérêts, ce que n'est pas du tout le but voulu par ceux qui dirigent la politique en sous-main, eh bien on les fait revoter. Rappelez-vous par exemple ce qui s'était passé lorsque Chirac avait bien imprudemment mis au vote par référendum la Constitution européenne. Eh bien, ça avait été refusé par les Français et c'est le petit Nicolas Sarkozy qui, arrivé après lui, a récupéré la chose sous le titre de traité de Lisbonne, qui n'a pas été passé par référendum, mais par la Chambre des députés. Et ça m'amuse toujours parce que c'est la parfaite démonstration que les députés ne représentent pas ceux qui leur ont donné leur suffrage. C'est la preuve absolue. Maximus? Oui, je conçois effectivement que toutes ces histoires de députés, et que ce soit des gens comme Nicolas Dupont-Aignan que j'ai pu approcher, mais vous savez, dès qu'on commence à leur parler de certaines choses, ces gens-là prennent peur. Hein. Ils réagissent comme si, en fait, vous étiez personnage enflammé et ils s'éloignent de vous. Ils veulent pas parler avec vous. Moi, j'ai rencontré Rioufol dans une manif. Je lui ai parlé du Bilderberg et le type, il a fui. Hein. Il a pris ses jambes à son cou. Hein. Et comme Nicolas Dupont-Aignan. C'est-à-dire, c'est des types, ils veulent absolument pas aller au cœur du réacteur, au cœur du sujet. C'est-à-dire, le cœur du sujet, dans tout ça, c'est non seulement notre souveraineté, mais en plus, je crois que la question centrale, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, Philippe Plancardassac, sur la manière dont nous sommes chevillés au corps par la dette, parce que nous savons très bien que la dette, elle est assortie par les banques centrales. Les banques centrales sont les outils, on ne va pas tourner autour du pot, hein, des Rothschild des associés. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette dette? Quelle solution? Est-ce que vous avez déjà réfléchi, vous, de votre côté, à savoir si oui ou non il faudrait payer cette dette si un jour, par malheur, il y avait une bascule? Comment on fonctionnerait avec ça? Expliquez-nous ça, si vous avez une idée là-dessus. Bon, premièrement, pour pouvoir régler le problème, il faut être au pouvoir. Une fois qu'on est au pouvoir, on regarde quelles sont les possibilités. Je pense que si nous étions au pouvoir, la première chose, ce serait d'annuler la dette. Point. Parce que ceux qui nous ont imposé la dette sont suffisamment enrichis sur le dos du peuple pour qu'on puisse leur dire, bon, maintenant ça suffit. Mais il faut avoir le pouvoir pour ça. Et bien calculer les risques, parce qu'il est évident que ce ne sera pas sans risque. Donc, c'est une chose éventuellement à faire par étapes. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas une coalition de pays européens où cette dissidence serait organisée et je pense aussi militarisée, parce qu'il n'y a pas d'autre option, je pense, qui à un moment donné
opérerait, on va dire, des transitions, on va dire ça gentiment, pour pas se faire striker, mais vous savez de quoi je parle quand je dis transition, et que ensemble, à un moment donné, on puisse aller chercher justement tous ces marchands de la mort, de la dette, de la soumission des États et surtout de la dépopulation sur les peuples. Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais en réalité, en fait, dans les élections, on a parlé de rien. On a absolument pas parlé des sujets centraux, qui sont la souveraineté, qui sont la dette publique, qui sont qui en fait détient réellement le pouvoir, comment dire, les coulisses du pouvoir, dans lequel des gens comme Larry Fink et autres sont invités par Macron, ou Bill Gates entre autres, la Gavi aussi qui était récemment reçue par Macron. Donc toutes ces officines et ces super loges d'ailleurs, hein, parce qu'il faut savoir aussi qu'au-dessus des loges, il y a des super loges. Donc c'est toutes ces super loges dont Sarkozy d'ailleurs fait partie. Hein, il fait partie de la loge Aletheia, d'ailleurs, c'est une super loge, et dont ils reçoivent leurs injonctions de manière à mettre en place le fameux agenda 2030, hein, c'est-à-dire un agenda technotronique, un agenda où la population serait enfin déjà réduite démographiquement, c'est sûr et certain, et en plus le reste mis en esclavage. Est-ce qu'on va pas vers ça? Parce que derrière, on nous parle encore de la monnaie numérique, c'est-à-dire on va retomber dans de l'esclavage à la dette, mais cette fois-ci numérique, quoi. Et ça, c'est les vrais sujets. C'est-à-dire que ni Mélenchon, ni Marine Le Pen, ni le Glucksmann. D'ailleurs, sur le Glucksmann, je suis très étonné. Personne ne le connaît, mais il fait 13%, 13,5%. C'est-à-dire le parti animaliste, avec le chat sur l'épaule de la fille, lui aussi, il fait 2%. Et, je veux bien quand même que on soit trompé, mais à ce niveau-là, je trouve que ça dépasse un peu l'entendement, quoi. Donc il y a un moment donné, j'ai plus beaucoup d'espoir un petit peu dans le peuple français, je pense, qui aime sa servitude et qui, au fond, avec le retour du beau temps, ne pense que apéro et barbecue. Mais en aucun cas n'est conscient qu'il y a une véritable offensive avec le LGBTisme en plus. Hein, le LGBTisme qu'on va introduire partout, hein, dans la politique, dans le cinéma, dans les écoles, enfin, je veux dire, c'est vraiment une arme de destruction massive qui est là pour opérer, encore une fois, euh, l'abaissement psychologique et civilisationnel de ce qui reste des peuples européens. Je trouve ça dramatique. On est bien d'accord. Et vous faisiez allusion tout à l'heure à un certain nombre de nos ténors dits de l'opposition. Et vous étonniez de certains de leurs silences, qu'ils prenaient peur quand on parlait de certaines choses, qu'on évoquait certains mots. C'est à ça qu'on reconnaît justement les gens sérieux, des gens qui en fait ne sont là que pour faire leurs petites affaires. Et c'est ça, pour moi, en tout cas, c'est le critère total et absolu. Quand on voit quelqu'un qui fait une critique sur un aspect de la politique actuelle, très bien. Et s'il ne remonte pas à la cause première, d'une part, ça ne sert à rien, et en plus de ça, il se démasque. Prenez l'histoire de l'immigration. Ah, tout le monde, dans nos milieux, ah, c'est pas bien l'immigration, invasion, ceci et cela. Qui remonte à la cause première, ou disons aux causes premières, notamment la décolonisation de De Gaulle, et deuxièmement, tous les lobbies migrationnistes que l'on peut dire soutenus par ce que l'on appelle l'intelligentsia juive, qui pousse à l'invasion de la France par des masses qui sont absolument inassimilables, surtout en masse. Donc, quand vous voyez ce spectacle-là, de gens qui font une critique sur un sujet effectivement chaud, dérangeant, mais qui ne vont pas jusqu'à la cause, excusez-moi, pour moi, ils sont complices. Je suis absolument d'accord avec vous. Vous avez vu que François Hollande a été quand même réélu député, c'est absolument extraordinaire. François Hollande, c'est-à-dire le type qui était juste avant Macron, qui nous a amené Macron, qui a mis la France en ébullition avec les fameux jours de colère, qui ont quand même rassemblé
à travers, c'est-à-dire que c'était des manifestations transpartisanes, transsyndicales, transclivages. Et ce type, en fait, il a emmené la France dans le gouffre, sans compter le mariage pour tous. Maintenant, les gens, ils ont remis un bulletin pour François Hollande. Enfin, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Non, mais ça, c'est justement, mais on revient toujours à la même chose. Pourquoi est-ce que les peuples sont aussi bêtes, aussi naïfs, si ce n'est parce que ils ne jugent des véritables problèmes qu'au travers de la presse. Or, qui tient la presse tient leur vote. C'est aussi simple que ça, on n'en sortira pas. C'est pour ça que si on veut remettre la France et n'importe quel pays, parce que le problème est absolument universel, les mêmes forces étant au pouvoir partout, quasiment partout. Il faut absolument revenir en arrière et détruire les faux principes issus de la Révolution de 1789. C'est la condition absolument nécessaire pour pouvoir renaître. Sinon, on essaye, avec des faux principes, d'essayer de les améliorer. Or, un faux principe reste un faux principe, et il n'y a pas de remède contre cela, sauf son élimination. C'est mal barré alors, hein. Je pense qu'on peut vraiment dire que c'est mal barré parce que si on compte sur un éveil de la population, sur une prise de conscience, il y a très peu de chances que ça arrive. Parce que, Non, je crois que d'ailleurs c'était même on ne peut y arriver que par une révolution qui mettra le peuple. Et d'ailleurs, à ce moment-là, à mon avis, le peuple sera tout à fait d'accord, parce il faudra lui expliquer le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, qui explique, à part nous, dans nos milieux, entre les quelques espaces de liberté que nous avons, qui explique le pourquoi du comment? Une révolution, je pense qu'il va y en avoir une, comme nous l'avait dit Jacques Attali. Je pense qu'il va y avoir une révolution dans ce pays. Je pense même qu'il va y avoir une révolution à l'échelle européenne. Le problème, c'est que va-t-on nous proposer derrière cette révolution? Qu'est-ce qui va être demandé par cette révolution? N'allons-nous pas avoir le rôle des Vendéens dans cette révolution et donc aussi le sort des Vendéens. Je veux dire, si demain, l'extrême droite arrivait au pouvoir, pardon, dans ce pays et que l'extrême gauche, parce que j'ai vu des trucs circuler sur les réseaux sociaux, c'est dingue, hein. Il y a des youtubeurs, enfin comment dire, des gens tout simplement qui prennent la parole, dits d'extrême droite sur les réseaux sociaux, qui ont reçu des messages de menaces disant que, ils venaient de rejoindre une liste de têtes qui tomberaient si jamais, l'extrême droite arrivait au pouvoir et donc voilà, je vois un petit peu les choses dans ce sens-là. Je pense que des gens comme vous et moi, demain, si l'extrême droite arrivait au pouvoir, nous serions en danger. Réellement, nous serions en danger parce que je pense que la révolution démarrera de là, d'ailleurs, donc je pense qu'on peut la mettre pour 2027 et ensuite, oui, la chasse sera ouverte, hein. Je rappelle que la Révolution française, c'est 16 000 décapitations. 16 000 décapitations, c'est le massacre des Vendéens alors là, le nombre de morts qu'il y avait eu chez les Vendéens, je ne me rappelle plus exactement. On avait fait une émission là-dessus, on va en refaire une bientôt d'ailleurs avec Steve et monsieur Henry et je me rappelle plus donc du nombre de morts, des Vendéens mais déjà imaginons ne serait-ce qu'un tas de 16 000 têtes, ça fait déjà pas mal. Alors ils ont pas décapité 16 000 personnes au même endroit puisqu'ils ont déplacé la guillotine à travers la France, mais au total, c'était quand même 16 000 décapitations et j'ai bien peur que j'ai bien peur que nos têtes en fassent partie si jamais la révolution ne va pas dans notre sens et qu'on nous explique que c'est une révolution, où l'objectif est de transférer, la souveraineté à l'Union européenne. C'est pour ça qu'on ne peut contrer cette politique qu'en informant, informant, informant. On ne fera pas l'économie de la reconquête des esprits. Tout est là. Et malheureusement, ça ne se passera pas du jour au lendemain. C'est du travail de longue haleine. Et c'est le résultat de tous ceux qui ont cru qu'il suffirait d'une bonne élection au travers du Front National ou aujourd'hui du Rassemblement National pour espérer qu'on pourrait retourner les choses. Quand on voit les déclarations, les professions de foi d'aujourd'hui du Rassemblement National, c'est un parti qui est aligné sur tous les autres. En fait, ce qui est chiant aujourd'hui, c'est que c'est, c'est que c'est on nous colle les étiquettes
Je veux dire, moi, je me considère même pas comme faisant partie d'extrême droite. Je vote pas, déjà, pour commencer. Et idéologiquement, je me sens plus même toujours de gauche, mais de la gauche authentique, on va dire. Et hem et c'est vrai que le gauchisme aujourd'hui a complètement sclérosé ce qu'est la gauche. Donc en fait, je me sens même plus ni de gauche ni de droite, mais pour certaines positions, par exemple, dire simplement que, il faudrait cesser l'immigration de masse et incontrôlée, et j'insiste sur de masse et incontrôlée. Je ne dis pas qu'il faut cesser l'immigration complètement, mais qu'il faut la contrôler et qu'il faut cesser l'immigration de masse. Ne serait-ce que pour des propos comme ça, on se retrouve affligé de l'étiquette d'extrême droite. Voilà, et à partir du moment où cette étiquette est collée, ben, quelque part, c'est un avis au lynchage. C'est ça que je trouve très malheureux. Mais le plus intéressant, c'est que tout de même, devant cette situation, il y a tout de même des gens de gauche qui réagissent. C'est vrai. Pas Heu, oublier ça. Il ne faut pas cataloguer cette réaction comme étant systématiquement d'extrême droite. Alors pourquoi des gens de gauche? Parce que bon, disons que ce sont les classes populaires qui sont le plus au contact de cette immigration. Et donc ça fait réagir quelles que soient leurs opinions de départ. Donc voilà, mais il y a une telle confusion dans les termes aujourd'hui que c'est la tour de Babel. Et c'est pour ça, j'insiste toujours là-dessus, il faut la reconquête des esprits, rappeler le départ, le faux départ qui a été fait en 1789, et que le seul moyen pour mettre le pays sur pied, c'est de tourner le dos à ces fonds principes. On n'en sortira pas autrement. Il n'y aura pas de bonne élection, ou tout au moins, on peut espérer que par petites étapes, on pourrait améliorer les choses. Mais tôt ou tard, il faudra une révolution. Ça, j'en suis convaincu. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des esprits formés, sachant que faire en cas de situation insurrectionnelle. Si vous n'avez pas de cadre, il arrivera à ce qui s'est passé avec l'État français du maréchal Pétain, qui, faute de cadre suffisant, en fait, a été obligé de reprendre des gens de la Troisième République, etc. Et tout ça a tourné en tragicomédie, malheureusement. Ils n'avaient pas l'esprit révolutionnaire, ils n'ont pas compris qu'avec De Gaulle, c'était une guerre révolutionnaire idéologique qui était en cours, et ils n'ont pas su y répondre. D'où leur défaite. Lisez mon livre sur De Gaulle. Vas-y Maximus, si tu veux. Oui, je suis très étonné, Lou, que tu parles encore d'extrême droite et d'extrême gauche. Pour moi, il n'y a pas d'extrême par-ci par-là. Il y a un peuple qui est spolié, qui est écrasé, qui est dominé, et il y a une oligarchie qui aspire toutes les richesses et qui nous esclavagise. Moi, c'est ce que je vois déjà. Donc l'extrême droite et l'extrême gauche, tout ça, c'est des choses qui ont été créées, je suis désolé, hein, par ces forces globalistes talmudo-babyloniennes pour nous diviser. Je suis désolé. Donc, si on continue encore à se diviser et à penser que c'est le voisin d'extrême gauche le problème, ou celui qui est d'extrême gauche qui pense que c'est l'extrême droite le problème, on n'en sort pas. Il y a le peuple à divers niveaux de compétences et de classe sociale, mais ça reste toujours un ingénieur qui travaille chez Airbus, c'est un homme du peuple, hein, même s'il a un très bon salaire. Quand même, il est pareil que la caissière. Donc, mais le problème, c'est que on va nous désigner, par exemple, l'ingénieur comme étant quelqu'un qui gagne trop d'argent, ou on va faire venir des émigrés en masse, hein, du Sri Lanka, de toutes les destinations du monde, et puis on va dire ce sont les immigrés le problème parce qu'ils bouffent les aides sociales. Alors qu'en réalité, les amortisseurs sociaux, ils ne fonctionnent que parce qu'on crée la dette. C'est pour ça il y a des problèmes d'amortisseurs sociaux, justement, et que, effectivement, les Français sont de plus en plus dépossédés de leurs services publics, et puis de ce à quoi ils auraient droit parce qu'ils y auraient cotisé. En premier lieu, on peut parler de la retraite. En vérité, je crois que c'était le directeur du corps, hein, c'est Conseil d'orientation des retraites, dont j'ai plus le nom, il disait qu'il n'y avait pas de problème pour régler les retraites. Il y avait un capital de plus de 100 milliards, je crois, pour les retraites. Il n'y avait pas de problème. Donc, il n'y avait pas de nécessité de faire cette réforme des retraites. Si ça n'a été fait que parce que BlackRock en avait décidé ainsi.
Je rappelle quand même que BlackRock, c'est quand même un fonds de pension qui pèse pratiquement 8 000 milliards de dollars. Donc ce fonds de pension est beaucoup plus puissant que tous les États d'Europe réunis. Alors quand Larry Fink se pointe à l'Élysée, vous pensez bien que le vote des Français ne vaut plus rien. Hein, et que ce n'est ni Marine Le Pen, ni Mélenchon, ni Glucksmann, ni qui que ce soit qui peut opposer quoi que ce soit à Larry Fink ou le président de BlackRock France, dont j'ai plus, c'est Cirinelli d'ailleurs qui est du Bilderberg, hein, parce que tous ces gens sont des Bilderbergers, hein, Véran Bilderberger, Ursula von der Leyen Bilderberger 2019, Enrico Letta, pareil, Bilderberger 2019, ils sont tous de Bilderberg, hein, Édouard Philippe, etc. Même Gabriel Attal et Bruno Le Maire, c'est tous des Bilderbergers. Donc en fait, on a un gouvernement de Bilderbergers, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour Bilderberg et pour le World Economic Forum, c'est-à-dire le FEM, hein, Forum économique mondial de Davos. Et ces gens-là, en fait, tout doucement, nous poussent vers l'agenda 2030, qui va en fait faire de nous soit des morts, parce que de toute façon, je ne sais pas si on va survivre à ça, soit des esclaves. Et je vois que les gens continuent avec du pain et des jeux. Coupe d'Europe de football, qui a gagné l'Espagne, formidable, ça me fait une belle jambe, j'en ai rien à faire. On parle du jeu de Mbappé, dont on se fout littéralement, sachant que Mbappé est déjà millionnaire. Hein. Mais enfin bon, bref, les gens, ils ont que ça à faire, s'intéresser à ce que fait Mbappé. D'ailleurs, qu'il ferait mieux de se la fermer parce qu'on lui dit pas comment taper dans une balle. Donc c'est pas la peine qu'il nous explique comment voter et pour qui voter ou pas d'ailleurs. Ce serait bien que ces gens-là, tous ces agentours, arrêtent un petit peu de faire la leçon au peuple, alors que ça fait un moment qu'on est sous le joug de ces, pour le coup, je vais dire Illuminati, qui nous écrabouillent, qui nous écrasent, et ils n'ont pas un mot de compassion pour les gens qui souffrent, parce que on vit sous une domination globaliste. Et ça, par contre, on les entend pas s'exprimer. Par contre, pour venir nous faire la morale, attention à l'hydre fasciste qui n'existe pas, tout comme le covidisme, qui n'est ni plus ni moins que une avancée de leur agenda de dépopulation. Parce qu'encore une fois, hein, il nous explique qu'il y a la maladie du Covid, qui revient d'ailleurs. C'est marrant, ça revient, ça part en vacances, et puis à un moment donné, bah, ça fait sa rentrée un peu comme les enfants. Et puis il y en a qui croient encore à ça, qui portent des masques d'ailleurs. Enfin, je suis pas tellement, honnêtement, hein, ces derniers temps, je regarde le peuple français et je me dis que c'est un peuple qui est ravagé en fait, sur lequel il y a plus grand chose, il y a plus grand chose à fonder, qui se vautre dans les loisirs, dans le stupre, dans la débauche, dans l'alcool, et puis qui pense qu'aux vacances, au football, et puis dès qu'on commence à avoir des discussions sérieuses, les types ah non, ça devient pénible, ça les ennuie. C'est pas avec ce peuple-là qu'on va relever le pays, je suis désolé. Hein. Et curieusement, les plus conscientisés, je suis un peu long, excusez-moi, c'est bizarrement, c'est souvent ce qu'on appelle les Noirs et les Arabes. C'est souvent eux qui ont une certaine conscience de ce qui se passe réellement dans les coulisses du pouvoir. Alors que le Français de base, lui, ça passe au-dessus de sa tête, quoi. Alors, quand je parle. Je suis bien d'accord, et ça je le constate par différents contacts que j'ai de plus en plus, notamment avec des musulmans, qui adhèrent tout à fait à ce que je dis. Et pourtant, je ne suis pas immigrationniste, loin de là. Et il y en a même qui me disent heureusement qu'il y a des Français comme vous encore. Donc bon, ça fait plaisir. Mais bon, le problème est là, c'est que les Français sont totalement abétis, manipulés par les médias, on n'en sort pas. Et c'est pour ça que la révolution dite française de 1789 devait avoir lieu de façon à ce que le peuple puisse devenir manipulable, programmable, etc., etc. Donc tout est là. Et je vous dis, on n'en sortira pas si on ne remonte pas à la cause première, c'est-à-dire la destruction des faux principes, de façon à ramener la vérité dans le débat politique. Sinon, en fait, depuis 1789, la démocratie ne peut fonctionner que sur le mensonge. Quand je parle de gauche,
de droite dans mon analyse. C'est pas moi qui les ai inventés, la gauche et la droite. C'est justement pour, pouvoir produire cette analyse que, j'utilise, comment dire, les catégories, surtout les étiquettes déjà existantes. Mais dans mon analyse, j'en reviens, tout à fait à ce que, a dit monsieur Ploncart-Dassac, à ce que tu as dit Maximus. Pour moi, le problème, c'est l'abêtissement, c'est la destruction de l'intelligence. Je vais aller plus loin, je vais expliquer pourquoi. J'ai grandi en foyer, vous le savez, et j'ai été élevé par des éducateurs d'extrême gauche. La plupart des éducateurs sont des gros gauchistes, c'est comme ça, j'y peux rien. Mais à ce moment-là, j'étais enfant. J'étais enfant et j'étais encadré par des adultes qui me transmettaient pardon, leur vision politique. Seulement ensuite, j'ai grandi, j'ai quitté les foyers et puis j'ai travaillé et puis surtout, j'ai lu. J'ai beaucoup lu et j'ai continué à m'instruire et j'ai continué à me poser des questions. Aujourd'hui, le problème, c'est que la plupart des gens, et on voit ça surtout chez les boomers 68 ards, hein, une fois quittés l'école, ils n'apprennent plus rien. C'est terminé. Ils vont rentrer dans une entreprise. En tout cas, pour leur génération, ça s'est passé comme ça. Ils rentraient dans ils faisaient une, 2, peut-être 3 entreprises dans leur vie, puis ensuite ils se calaient et puis ils allaient jusqu'à la retraite dans la même entreprise. Mais surtout, ils ne lisaient plus. Au niveau intellectuel, c'était que de la télévision, c'était que du bourrage de crâne et je les ai vus. J'ai vu des gens, en fait, des fois, quand j'essayais de discuter avec des gens de 65 ans, des boomers de 65 ans, que je leur ai essayé de leur expliquer des concepts. Ils me disaient: «Oui, mais tu poiles du cul». C'était leur expression, voilà, ça poile du cul. Dès que ça devient un petit peu intellectuel pour eux, eh bien, on poile du cul et ça dépasse quelque part leur entendement. Le problème, il est là. Le problème aujourd'hui, c'est que, ben, ça a été dans les prérogatives de la création de l'Union européenne, hein, où ils disaient qu'il fallait 10 de cadres et 90 d'ouvriers. Donc c'est 10 de gens formés, un minimum, on va dire, à l'intellect, parce que même aujourd'hui, parmi les cadres, on a quand même du sacré moujon et 90 en fait de main-d'œuvre prête à servir, et assez docile. Aujourd'hui, l'école, quelque part, ne créait que ça. L'école ne créait que des salariés dociles. C'est vraiment, en tout cas, moi, comme ça que j'ai vécu l'école. Et comment ça se fait qu'il y a des gens qui, quittaient leur enfance, eh bien, même moi, c'est même pas j'ai continué à lire, c'est vraiment je me suis mis à lire des choses intéressantes après avoir quitté l'enfance. Parce que je lisais un peu, de la science-fiction, tout ça, quand j'étais gamin. Mais après, je me suis mis à lire des trucs, voilà, rentrer dans de la psychologie, des trucs comme ça. Vraiment, c'est quand je quittais l'adolescence et que j'arrivais à l'âge adulte. Comment se fait-il que certaines personnes passent de l'enfance à l'âge adulte et font aussi quelque part cette transition de la compréhension et cette transition, entre guillemets «politique» et de compréhension du fonctionnement, comment dire, du pays et comment ça se fait que d'autres non? Comment ça se fait qu'en fait, intellectuellement, il y a des gens qui restent enfants toute leur vie? Quand on voit justement, bah, s'exprimer, les gauchistes et tout ça là, tous les gens atteints de cette maladie mentale, comment ça se fait qu'on a l'impression d'entendre encore des enfants alors qu'ils ont 40, 50, 65 ans? Comment se fait-il que ceux-là restent enfants? Moi, c'est la question que je me pose et je pense vraiment qu'on sortira pas de tout ça tant que certains s'interdiront l'accès à l'intelligence sous prétexte que, ça «poile du cul» entre guillemets. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez monsieur Ploncart-Dassac, mais à ce moment-là, je veux dire, ça serait quoi la solution? Comment faire, comment faire en sorte à ce que des gens reviennent à l'intelligence, à la compréhension, alors que comme le disait Maximus, on a l'impression aujourd'hui de se retrouver avec un peuple qui pense qu'à se divertir, oui, c'est ça, qu'à se divertir, qu'à s'amuser et puis, en dehors de ça, eh bien, comment dire? Dès qu'il est question de formation intellectuelle, se tournent vers leur écran de télévision, BFM TV, CNews et tout ça. Comment on peut sortir de ça? Ce serait quoi la solution? Bon, alors première observation, je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite, justement que vous avez eu la curiosité de lire, de vous former et cetera. Bon, effectivement, ce n'est pas donné à tout le monde, loin de là malheureusement, c'est pas une majorité qui a cette curiosité et je dirais que cette démarche vient d'un problème de personnalité, de caractère, de gens qui essayent de personnes qui essayent de comprendre, ce qu'il y a, enfin de croiser les renseignements pour essayer de comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, comment elles en sont arrivées jusque-là. Donc c'est une question de caractère, de curiosité, de personnalité, alors que les autres sont des veaux, des suivants, c'est tout. Je pense que c'est ça le fond du problème. Or, des gens qui par nature sont des suiveurs
vous n'en ferez jamais rien. Les grands mouvements de l'histoire ont toujours été créés par une élite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'une des formules que j'aime bien utiliser, c'est de dire que la volonté est la suprême créatrice de l'histoire. Et ça, ce n'est donné qu'à une certaine élite qui, ayant compris un problème, ou croyant l'avoir compris, parce que c'est vrai dans les deux sens, en faveur des bons principes comme en faveur des mauvais principes. C'est toujours une élite qui, par volonté, va infléchir la direction de l'histoire. Alors, comment les départager? Eh bien, tout simplement par les résultats. Quand on voit qu'au bout de X années, je dirais même siècles, les mêmes principes produisent de mauvais effets, il est peut-être recommandé de faire demi-tour et de voir quel est l'antidote. Eh bien, c'est ce que aujourd'hui n'ont pas comme démarche, je le répète, une certaine élite. Donc en fait, selon vous, il y a pas de mauvais moutons, il n'y a que de mauvais bergers, c'est ça? Tout à fait, exactement ça. Non, et puis il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour obéir, point à la ligne. Donc le problème pour nous est de créer une élite. Et vous savez très bien, je pense que vous connaissez un petit peu tous mes débats et conférences que je fais. Je reviens toujours sur le fait qu'il nous manque au moins une génération qui a été liquidée à la libération-épuration. C'était des gens qui étaient formés entre autres par le travail de l'Action française et d'autres, par le PPF de Doriot, etc., qui ont été liquidés, qui n'ont pas pu transmettre à leur descendance ce qu'ils avaient compris, ce qu'ils avaient découvert. Il nous manque cette génération. Or, cette génération, justement, c'est à nous de la recréer. Et tant qu'on n'aura pas des cadres capables d'utiliser une situation insurrectionnelle qui va venir tôt ou tard, eh bien, on risque de laisser passer l'occasion historique sans pouvoir en prendre possession. Vous parliez tout à l'heure de l'annulation de la dette. Vous pensez que ce serait quelque chose qui serait possible ça? Vraiment l'annulation de la dette? Oui. Et Ce là serait encore, ouais, parce que il faut une volonté politique. Et ouais, pour parce avoir qu'on la est volonté politique, il faut être au pouvoir. on est clairement tenu par ça, pas seulement nous les Français, hein, tous les pays européens, j'ai même envie de dire les États-Unis, tout le monde est tenu Vous par la savez, dette et qu'est-ce qu'on appelle une révolution? à la base d'une révolution, c'est faire un tour complet et revenir à son point de départ. Mais bon, là, Voilà. Et voilà. on est Et dans voilà. de comment dire? Dans des Et voilà. mathématiques. Et je crois que si la France donnait l'exemple justement de cette décision de dire bon, de dire aux voleurs maintenant vous nous avez suffisamment volé, allez vous faire voir ailleurs, je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres peuples qui s'en inspireraient et ça ferait un sacré ouragan dans le monde. C'est vrai, c'est l'Islande, hein, c'est l'Islande qui avait réussi à arrêter à supprimer sa dette, mais après derrière, je crois que derrière ils sont mal repartis, hein. L'Islande, avec les banques, ils ont réussi à jouer un petit coup de poker à un moment, mais là ils sont retombés en plein dedans. Maximus, toi, pour revenir sur la question précédente, comment tu penses justement que ça pourrait se passer? Je veux dire, on est vraiment dans les chiffres, on est vraiment dans les chiffres de la psychologie, hein. Vous connaissez l'expérience de Milgram, la soumission à l'autorité, où on atteint à peu près, 80 des gens qui vont obéir bêtement à l'autorité, mais jusqu'à aller presque à tuer quelqu'un. Il y a, l'expérience de H aussi que vous connaissez, qui est, l'expérience sur le conformisme, où quand on voit un groupe faire quelque chose, ben, les gens se conforment à ce groupe et là, c'est pareil, on est à peu près sur les mêmes chiffres, je sais pas, sur 10 personnes, s'il y en a 8 qui vont faire quelque chose de stupide, en général, il y en a 2 qui vont dire: «Non, je vais pas suivre le groupe parce que, ce qu'ils font, c'est stupide et puis, je n'adhère pas à ça». On est vraiment, j'ai l'impression là sur tous ces chiffres de la psychologie où on est à 80 de suiveurs et à peu près, oui, 20 de gens qui vont penser par eux-mêmes. Maximus, tu penses que ça pourrait que je sais pas, ce serait quoi pour toi la solution justement au niveau du fait de réinstruire
Ouais, tu as fait gaffe, tu as mis ta caméra. Au niveau de réinstruire les gens. Ben, les gens, est-ce qu'ils veulent être instruits? Parce qu'aujourd'hui, on est dans le temps du zapping où tout s'accélère. On est à l'époque d'Hanouna, des ricanements, de l'imbécilité. On se moque de ceux qui sont intelligents. On fait venir maintenant Chalgoumi sur les plateaux de télé. Je veux dire, les gens, aujourd'hui, ils veulent que rigoler. Comment dire, se divertir. Il faut que tout ce qui les intéresse, c'est les séries Netflix, les séries sur Amazon Prime, etc. Donc, qu'est-ce que les gens vont vouloir apprendre? Quand on explique aux gens de manière posée, calme, argumentée, avec les références qui vont bien. Par exemple, prenons le cas de ce cher Emmanuel Saïès, qui nous a expliqué le 7 septembre 1789, sur le veto royal à la tribune de l'Assemblée nationale, nous expliquait que les citoyens qui se nommaient des représentants renonçaient et devaient renoncer eux-mêmes à faire les lois. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Que s'ils dictaient des volontés, la France ne serait pas un État représentatif, ce serait un État démocratique. Et pour la BCIS nous expliquait que le peuple, et il insiste bien là-dessus, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir qu'à travers des représentants. C'est ça, toute la problématique, elle est là. Quand on parle, par exemple, de Bill Gates ou des épandages qui sont dans le ciel, c'est des choses qui sont quand même constatables. Quand les gens se plaignent de la corruption politique, de la pédocriminalité impunie, de la manipulation des urnes, etc. Enfin, de tout ce qu'on peut constater, qu'on dénonce, du poids des banques centrales, de l'émission de liquidités un peu trop importante, ce qui crée de l'inflation. Ben, personne, à un moment donné, ne fait l'effort de comprendre d'où ça vient. Mais tout le problème, il est là. C'est-à-dire que dans le règne animal, la proie est consciente qu'elle va être chassée. Donc, elle est toujours aux aguets pour fuir le prédateur. Et le prédateur, qui lui sait qu'il doit attraper la proie, se met toujours dans le sens opposé au vent pour qu'il ne soit pas détecté par la proie. Mais c'est-à-dire que ce sont des règles d'instinct de survie. Mais où est l'instinct de survie aujourd'hui chez les Français? Les Français, je rappelle qu'ils sont allés en masse se faire injecter un produit expérimental quand même. Il faudrait peut-être pas oublier qu'on avait beau leur dire que le contrat de la maison de Monsieur Bourlard, on va dire ça comme ça pour que les gens comprennent bien, hein, de tonton Bourlard, qui avait fabriqué le produit. Le même tonton Bourlard qui nous avait expliqué que lui, il n'en avait pas besoin du produit. Hein. C'est-à-dire qu'il fabrique quelque chose, mais lui, il ne le prend pas. Il dit non, mais moi, ça va, je suis en pleine forme, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que les Français sont allés quand même prendre quelque chose sur lequel ils n'avaient aucune garantie de sécurité. C'est quand même hallucinant, on n'a jamais vu ça. Les Français ont accepté de se faire introduire des poutres dans le nez pour qu'on détecte des prétendues traces de Bobard 19. C'est-à-dire qu'on leur a expliqué que c'était aérosolisé, que ça flottait dans l'air et qu'il fallait absolument mettre un pochoir sur le visage. Mais ils ont quand même accepté de se faire rentrer des tiges dans le nez et de se faire éclater la cloison nasale. Je comprends toujours pas. Et ensuite, ils sont allés en masse, bien gentiment, par le chantage, aller recevoir l'onction suprême du docteur Bourlard afin de pouvoir continuer d'avoir une vie normale. Vous voulez faire quoi une fois qu'on a fait ce constat-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'autre, il y a un certain Emmanuel Macron qui a dit, et les gens l'ont oublié, dès qu'il a été soi-disant élu en 2017, élection auquel moi je ne crois pas, hein, je ne crois pas à la sincérité de cette élection, Macron a déclaré « je vais faire 10 milliards d'économies sur l'hôpital ». Voilà, l'hôpital qui était déjà en souffrance, où il y avait des grèves d'infirmières, de personnel médical qui réclamaient de l'équipement, des effectifs, des moyens. Macron, tout de go, a déclaré « moi je fais 10 milliards d'économies sur l'hôpital ». 10 milliards d'économies, vous savez ce que ça représente? Parce que la santé publique, ça nous coûte 256 millions d'euros par an. Moi, je suis désolé, 256 millions d'euros par an, c'est avec nos impôts, normalement, ça doit fonctionner. Et la santé publique, elle a été détruite. Aujourd'hui, si vous allez dans un hôpital, vous allez claquer des dents parce que vous ne savez pas si vous allez ressortir intact de cet hôpital. Voilà où on en est aujourd'hui. Et qui a fait ça? Macron, McKinsey, hein,
Et bien sûr, François Hollande et Sarkozy, il faut quand même les mettre dans le Ça a filet parce commencé qu'ils sont avec quand Sarkozy. Ça a commencé avec Sarkozy. absolument. C'est la trilogie d'une certaine communauté. Absolument. Et comme Madame Buzyn explique qu'il faut absolument que les enfants prennent 11 onctions, on va dire ça comme ça, pour éviter que cette vidéo soit repérée par les algorithmes. Les onctions, vous savez ce que c'est, les onctions qu'on prend dans le bras. Eh bien, techniquement parlant, je pense qu'il aurait dû y avoir déjà une révolution. Parce qu'à partir du moment où les mères de famille acceptent que leur chérubin comment dire, pareil, les cobayes hein, dans une expérimentation, comment dire, hein, vous savez de quoi je veux parler, eh bien, vous vous dites il y a plus d'espoir parce que la poule, moi j'ai vu quand j'étais en Martinique, un chat qui attaque les poussins, la poule se jette sur le chat, quoi, sans tenir compte de savoir si le chat est dangereux pour elle ou pas, le chat ou le chien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus d'instinct de préservation. C'est grave, quoi. C'est notre nature instinctive. Et moi, je mets ça sur le compte de la perte de foi aussi. Hein. La perte de foi fait que vous êtes désorienté, désarticulé. Vous êtes comme un poulet sans tête. Hein. On vous a coupé la tête et vous continuez de courir dans la cour. J'ai l'impression de voir aujourd'hui un peuple français qui a la tête coupée et qui se met à courir dans la cour sans comprendre que c'est fini. Hein, en fait, hein, c'est parce que il y a les comment dire l'afflux nerveux hein, qui fait que le poulet va encore courir, mais pas plus quoi. Mais ça va s'arrêter. Moi, je suis pas, je suis assez quand même pas très rassuré parce qu'on vient de voir. Moi, je pense qu'à part la Providence aujourd'hui, pour retourner la situation, ça va être, en tout cas, ça viendra pas des Français. Hein. Faut pas se Bon, leurrer. Hein. Maximus, je voudrais vous faire observer que dans cette histoire de vaccination, il y a eu surtout l'action du pouvoir. Rappelez-vous que ça a été une dictature vaccinale. Attention, d'accord sur YouTube, s'il vous plaît. C'était une dictature, oui, effectivement, une dictature. On obligeait les gens à prendre certains types de traitements sous peine de ne pas pouvoir travailler, donc de ne pas pouvoir vivre, tout simplement. Et donc, et déjà à l'époque, j'en suis témoin, puisque j'étais un des acteurs de la mise en garde dans ces années-là, il y a beaucoup de gens qui spontanément ont refusé ce prétendu traitement miracle, ce qui leur a valu justement des problèmes d'emploi, etc., etc. Donc il y a eu deux éléments dans cette affaire-là. Il y a eu la passivité d'une partie du peuple et d'autre part, l'injonction qui était faite pour pour que les gens fassent ce traitement en question. Donc ce sont ces deux éléments-là, mais je répète, faut tout de même pas croire qu'il n'y a pas eu de réaction en France. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi et je crois qu'aujourd'hui on nous proposerait ce même genre de schéma criminel. Il n'y a plus beaucoup de gens qui y croiraient et qui suivraient. Euh, Le nombre de témoignages que j'ai de gens qui ont eu ce traitement, soit ils ont eu des problèmes et ils regrettent d'avoir suivi les conseils, soit autour d'eux, dans leur famille ou parmi leurs amis, les témoignages, c'est sans arrêt. J'ai donné un chiffre il y a déjà plusieurs mois dans l'un de mes entretiens. C'est un chiffre, c'était une recension internationale de la mortalité due à ce traitement. 17 millions dans le monde. Le traitement, pas la maladie, le traitement. Il y a de quoi réfléchir. ouais, j'ai vu ces chiffres-là aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Tout à l'heure, ouais, sur le volet économique, Maximus, tu pas, je t'avais demandé sur l'intellect, mais sur le volet économique, tu penses toi que ce serait possible justement de faire bon là, je connais la réponse, tu vas me dire que oui, c'est possible de faire annuler la dette, mais bah, voilà, sur le côté économique, comment tu penses que ça pourrait se passer, pour que ça se passe bien? Mais, mais l'annulation de la dette, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du peuple. Si aujourd'hui le peuple est conscient de qui est son ennemi, et que le peuple, à un moment donné, se choisit entre guillemets, j'ai envie de dire, un chef fort. Le chef, évidemment, prendra des précautions pour ne pas se faire éliminer par la caste occulte, qui justement ne manquera pas évidemment de chercher à l'éliminer, soit par des opérations sous faux drapeau, soit par la CIA, etc. Mais c'est une histoire de volonté populaire. Si on a un peuple qui est totalement aboulique, parce que j'ai vu que Mike Roland, il me dit que je tape sur les Français. Je tape pas sur les Français rebelles, je tape sur la masse qui est complètement anesthésiée. Et il le voit bien lui-même, qu'il ne faut pas non plus comment dire, s'illusionner quand même en disant oui, c'est le peuple le plus rebelle d'Europe de l'Ouest. Ben, je sais pas, mais en tout cas, je sais que les Allemands avaient beaucoup réagi eux aussi de leur côté, les Italiens aussi. Bon, après, est-ce que c'est les Français les plus rebelles? Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que les Français, ils sont rebelles, mais comme le disait Philippe Loncard-Dassac, en invoquant les faux principes, c'est-à-dire en voulant rejouer en fait la partition des Jacobins, c'est-à-dire en voulant faire du néo-jacobinisme. C'est pas avec la République, par la République, avec les éléments de la République qu'on va sortir de la nasse dans laquelle on est. Il faut une contre-révolution, il faut une restauration des valeurs. Mais le seul problème, c'est que aujourd'hui, les Français crachent, je suis désolé, les Français crachent sur la Bible, les Français n'aiment plus les églises, les Français trouvent que, voilà, la religion, c'est chiant, prier, ça sert à rien, etc. Donc déjà, ils sont totalement, je le dis, je le répète, ils sont complètement décentrés. Parce que quand on a un code moral, et Dieu sait que l'être humain a besoin de moralité. Quand on a un code moral, on n'accepte pas n'importe quoi. Et si les Français étaient encore attachés à certaines valeurs morales, on n'en serait pas là. Ils n'auraient pas accepté Macron et Jean Brichel, ils n'auraient pas accepté le mariage pour tous, ils n'auraient pas accepté les LGBT dans les écoles, ils n'auraient pas accepté qu'on leur mente avec une fraudémie, ils n'auraient pas accepté Sarkozy et ses frasques, ils n'auraient pas accepté Hollande et le scooter et Julie Gaillet, ils n'auraient pas accepté tout le déclin qu'on vit depuis quelques années. Mais le problème, c'est que, comme disait Édouard Philippe, tout passe. Quand Notre-Dame a été brûlée, on nous a gentiment expliqué que c'était un mégot qui avait foutu le feu à Notre-Dame. Et Ah, c'est passé, comme dit Édouard Philippe. C'est passé, ça passe. C'est fou, Mais à un moment donné, c'est quand même incroyable, quoi. Je veux dire, c'est juste, moi, je peux plus. Je peux plus vivre avec ces gens-là. Sur l'économie, bon, je pense que tout le monde a bien compris, comment ça fonctionne, hein. C'est dans les années 70 où ils ont forcé, comment dire, les pays à emprunter sur les marchés financiers. Ensuite, on a eu un premier pas vers le mondialisme avec, je veux dire, déjà rien que ça, c'était dingue, hein. Je veux dire que des pays soient obligés, d'emprunter l'argent du fonctionnement du pays sur des marchés financiers à intérêt. Je veux dire, rien que ça, c'était une perte de souveraineté complètement hallucinante. Mais après, quand on est passé à l'euro, le fait de ne plus pouvoir battre monnaie, justement, c'était un comment dire? C'était un pouvoir régalien de pouvoir battre monnaie et ça aussi, ça a été, une marche de plus vers le mondialisme. J'ai pas envie de dire la mondialisation, mais vraiment vers le mondialisme et je pense que les gens ont bien compris, enfin pas tous, hein, évidemment, mais ceux qui s'intéressent à ça ont bien compris à quoi ça sert, justement, ces histoires de dette et Maximus en parlait tout à l'heure, c'est un pas de plus vers l'esclavagisme puisque derrière, quand l'euro disparaîtra, quand le dollar disparaîtra, parce que c'est un crack financier, mondial qui est prévu, eh bien, on nous conduira vers la monnaie numérique et alors là, la monnaie, bah, ce sera même plus je veux dire, déjà aujourd'hui, c'est déjà dingue de se dire qu'en fait, on paye avec du papier, hein, qui ne correspond à rien puisque, ça fait longtemps que l'argent n'est plus indexé sur l'or, hein. Je vous rappelle qu'avant, sur le billet d'1 dollar, il y avait marqué «échangeable contre une once d'or» et c'est comme ça qu'on a donné confiance, aux gens dans l'argent papier, puisque à tout moment, ils pouvaient se pointer à la banque et on leur donnait l'once d'or qui allait en échange de ce billet et les gens ont pris confiance comme ça et donc plutôt que de se trimballer avec de l'or qui était, quand même assez lourd, eh bien, ça devenait plus simple de se trimballer avec du papier et puis, ben, petit à petit, les gens se sont dit qu'en fait, c'est le papier
qui vaut cet argent. Et aujourd'hui, l'argent n'est plus indexé sur rien du tout. Et bientôt, même ça disparaîtra, puisque l'argent sera complètement virtuel. Et on a déjà énormément basculé là-dedans. La plupart des gens aujourd'hui font leur paiement avec la carte bancaire, font même leur paiement avec le sans contact. Et Et quelque avec le part, téléphone. et avec les téléphones aujourd'hui, et quelque part aujourd'hui, ben, l'argent n'est déjà plus physique. L'argent est un compte flottant est un nombre flottant, pardon, sur un compte bancaire. Et vous savez comment ça marche quand les banques vous prêtent de l'argent. C'est l'argent que vous prêtent les banques ne l'ont pas. C'est vous qui allez fabriquer cet argent en faisant un emprunt, en travaillant, et c'est vous qui allez créer même de la richesse, puisque derrière vous payez les intérêts. Donc je veux dire, voilà, ne serait-ce que tous ces modes de fonctionnement. Et ça, c'est étonnamment, je veux dire, c'est dans le Coran, hein, c'est pas pour faire une publicité à l'islam ou quoi, mais dans le Coran, il y a comment dire, il y a tout un pan financier sur la manière dont fonctionne l'usure et pourquoi l'usure devrait être interdite. Et on voit que c'est tout à fait logique. L'explication est parfaitement logique. Faire de l'usure, c'est de l'esclavagisme. Faire de l'usure, c'est voler le travail de quelqu'un d'autre, hein. Et c'est voler le fruit du travail des gens, surtout. C'est aussi ça, faire de l'usure. Et ça permet à des gens de ne pas bosser et puis, de pouvoir rentrer de l'argent. Voilà. Et donc, bah, pour ceux qui ont capté, ben Le oui, fameux pantalon à une jambe de Jacques Attali. en effet, le fameux pantalon à une jambe, tu achètes, tu vends, tu achètes, tu vends. Voilà, mais le pantalon n'a pas été fait pour être porté. On va faire jusqu'à 1h30 ce soir, donc il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes. Est-ce que justement, bah, comment vous voyez la suite, monsieur Plancard-Dassac, là, maintenant que ça y est, vous avez posé la même question, à l'issue du premier tour, comment voyez-vous la suite? Maintenant que ce deuxième tour est passé et qu'on se retrouve avec ce résultat surprenant, comment voyez-vous la suite des événements, là, on va dire, au moins jusqu'à 2027? Bon, il est évident que ce dernier vote ne va strictement rien changer à la situation réelle, donc les choses vont continuer à s'aggraver. Jusqu'où cela va pouvoir aller sans qu'il y ait une révolution, je n'en sais rien, mais je crois que tôt ou tard, il y aura un bouleversement qui se produira. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Étant donné la fatalité de ce qui va arriver, et je dis bien fatalité, si on n'a pas une élite capable de prendre les rênes au moment où ça va éclater, eh bien, ce seront les autres qui prendront le pouvoir pour faire une politique encore aggravée par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut former des intelligences et je répète, on ne fera pas l'économie de la formation des intelligences. Il nous faut des cadres. Moi, je pense qu'il nous faudrait peut-être quelqu'un comme Kadhafi, peut-être. Parce que finalement, Kadhafi, quand il a pris le contrôle de la Banque centrale de Libye, il a quand même fait le nécessaire, parce qu'il s'est emparé du pouvoir en 69. Il a pris quand même le contrôle aussi des activités économiques du pays, y compris évidemment, il a mis la main sur la Banque centrale de Tripoli. On sait très bien que dans cette banque, il y avait, je crois, c'est 320 tonnes d'or, c'est quand même pas n'importe quoi. Ce qui dérangeait en fait les Occidentaux dans le système libyen, c'est d'ailleurs, c'était pas un système démocratique d'ailleurs, c'était même d'ailleurs une autocratie, mais une autocratie qui visiblement satisfaisait quand même la majorité des Libyens. Je rappelle quand même que sous Kadhafi, les Libyens quand même avaient l'électricité gratuite, les soins médicaux étaient gratuits, Le pétrole? euh, il y avait la scolarité était gratuite, la miche de pain a coûté 15 centimes, l'essence 12 centimes le litre. 12 centimes le litre, quoi. Bon, bref, quoi. Et c'était pas une démocratie. Et c'était un autocrate, Kadhafi. Donc on nous vend matin, midi, soir les bienfaits de la démocratie et on n'a jamais autant pleuré que sous les démocraties. Et quand ils sont allés faire la guerre d'ailleurs à Kadhafi, à la demande de Bernard-Henri Lévy, de Nicolas Sarkozy entre autres, et puis d'Hillary Clinton, c'était parce que Kadhafi menaçait de déstabiliser tout le système monétaire mondial avec la création d'un dinar or. Et d'ailleurs, on le sait très bien parce que certains chefs d'État africains, dont
je sais plus les noms d'ailleurs, les chefs d'État africains qui étaient partis en délégation. Je crois qu'il y avait l'Ouganda dedans, qui étaient partis en délégation pour essayer de justement d'apaiser, de ne pas faire la guerre à la Libye. Et il me semble que c'est les Américains ou les Anglais ou les Français, ou les trois en même temps d'ailleurs, qu'on dit à ces chefs d'État africains, si vous persistez, en gros, on vous élimine, quoi. Donc, en gros, voilà. Donc, il faut bien comprendre que tout ce qu'on nous présente à la télévision est complètement faussé. On vit dans un fake world, hein. Donc, évidemment, moi, les élections, je peux pas y croire. Je peux pas croire que c'est vrai, hein. Les gens qui disent non, pas besoin de frauder, les Français sont abrutis. Certes, ils le sont, mais il y a aussi de la fraude. Donc, ça, on est d'accord. Parce que un Macron élu la première fois, c'était plus que douteux. Mais alors en 2022, avec un certain niveau d'impopularité, le gars, il fait 58,5%. Mais enfin, regardons les chiffres, quoi. Je veux dire, les mathématiques ne mentent pas, quoi. Avec un tel niveau d'impopularité, vous pouvez pas faire un score aussi haut. Qu'il soit passé au ras de la corniche, je peux l'entendre. Mais là, c'était trop gros. Il était trop bien élu pour que ça soit crédible, y compris avec le leader du danger fasciste incarné par Marine Le Pen, la gauchiste, la gauchiste, qui a des homosexuels en pagaille dans son parti, des jeunes, et qui n'a plus rien à voir avec l'ancien Front National. Donc ça, c'est complètement stupide, parce que sociologiquement, le RN, c'est pas le Front National. Même si il y avait à dire sur le Front National, mais on peut quand même dire que pour le coup, elle a vraiment fait une réforme du parti, et elle a tenté en fait de se fondre dans le paysage politiquement correct, médiatique et politique, pour essayer d'avoir sa place. Et résultat, on voit qu'elle est toujours éjectée du salon, quoi. C'est-à-dire qu'elle est jamais conviée à être à table avec les autres, quoi. On lui dit, écoute, tu rentres dans le salon, mais tu restes debout, quoi. Voilà, mais elle n'a pas le droit de venir s'asseoir pour manger. C'est-à-dire qu'elle ne rêve que d'une chose, c'est d'être invitée au dîner du CRIF. Bon, Maximus, est-ce que vous avez vu dernièrement la déclaration de Bardella? Il en a fait un paquet des déclarations. Non, j'ai pas forcément parlant de qu'il y avait encore trop de racistes, d'antisémites au sein du Rassemblement national, qu'il n'avait pas suffisamment surveillé, etc., qu'il y avait des pesanteurs qu'il fallait éliminer, nanani, nananer, alors que l'on sait que déjà du temps du Front National, tous les bons cadres ont été poussés dehors, bon gré, mal gré. Donc, déjà à l'époque, c'était l'obsession de la dédiabolisation. Donc, ça devient un parti comme les autres, qui ne sert que comme épouvantail pour faire marcher le bon peuple. Donc, voilà, moi, de toute façon, c'est terminé. Le Rassemblement national, je ne veux plus en entendre parler. Plus jamais je ne voterai pour ce parti. Je ne sais pas pour qui je voterai, si je voterai encore, mais c'est vraiment la tromperie personnifiée. Mais regardez bien, recherchez ces déclarations de Bardella, vous comprendrez ce que je veux dire. Ouais, mais je l'ai entendu ça. Je crois quand même qu'il a dit que le ménage avait été mal fait, un truc dans ce style-là. Voilà, C'est ça. oui, mal fait, insuffisamment fait, etc., et qu'il allait y pourvoir. C'est évident. Donc, vraiment, rien à attendre de ces gens-là. Même l'ancien Front National, et j'en sais quelque chose, puisque j'ai tout de même été un des cadres, quand j'étais en Belgique, je représentais ce qui s'appelait le Cercle des Français de l'étranger, et la section belge en tout cas, j'ai représenté ça à la demande de Le Pen lui-même, et j'étais membre du comité central. Donc je connais bien la boutique, jusqu'au moment où j'ai claqué la porte en 93, me rendant compte qu'il n'y a rien à faire, que l'obsession de Le Pen déjà à l'époque, c'était de se dédiaboliser, alors que lui-même avait tout fait par ses sorties incongrues pour diaboliser le parti. Donc, j'avais perçu qu'en fait, c'était une voie de garage, une opposition de Sa Majesté, et ça ne s'est pas amélioré, au contraire, ça s'est aggravé. Donc, Front National, une croix terminée. Donc, maintenant, à nous de reconstruire autre chose. Donc, je répète, il nous faut des cadres, il nous faut reconstituer
un parti. Il y Ça, a, c'est il y a beaucoup de, fondamental. il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut reconstruire à côté un système à côté, qu'il faut se détourner de ce système. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de gens comme, comment il s'appelle, celui que tu as reçu, Lou, là, qui était survivaliste, Piero San Giorgio, qui dit qu'il faut reconstruire à côté des gens comme ça? Ouais, je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'il y a deux manières de combattre le système. C'est frontal, comme on a essayé de le faire, et la deuxième manière, c'est de tourner le dos au système. Je pense que tourner le dos au système, c'est une très bonne manière de le combattre aussi, hein. Oui, tout à fait. Ouais, j'aimerais- Les deux se rejoignent d'ailleurs. Quant à Piero San Giorgio, je connais un petit peu le personnage. Il faut savoir quelles sont ses origines. Moi, c'est pas sur ses j'a- origines, moi, que j'aurais envie de l'attaquer, c'est sur ses positions plutôt qu'il a eues récemment Avance, par rapport à Israël et la Palestine. C'est plus sur les avançons, positions que les origines. avançons. Alors attendez, je vais juste répondre à 2 commentaires dans le clavardier. Je vois Athéna Minerve qui dit: «Lou, pourquoi tu laisses pas monsieur Ploncard-Dassac parler?» Bah, je le laisse parler, mais peut-être parce que tu sais pas écrire, peut-être aussi déjà. Et ensuite il y a Steph D qui dit: «Lou, je suis désolé, je trouve que sur les législatives, le constat, Marine Le Pen est totalement dans le système. La preuve, elle dîne avec Édouard Philippe et les conseillers de Macron». Mais je vois pas, Steph, pourquoi tu es désolé, puisque je pense exactement la même chose que toi. Ne t'imagine pas que c'est parce que tu vois un drapeau français en arrière-fond d'écran que, d'un seul coup, je serais pour le Rassemblement national ou, le Front national, hein. C'est juste que dernièrement, j'avais passé une vidéo où, on avait les 2 petites gauchistes dégénérés là qui disaient que, n'importe qui aujourd'hui qui portait du bleu, blanc, rouge, eh bien, c'est un facho. Et moi, je leur dis: «Non, c'est le drapeau de mon pays, en fait». Alors, oui, c'est peut-être le drapeau issu de la Révolution, mais je veux dire, afficher du bleu, blanc, rouge, faut aussi qu'on sorte de ça, quoi. Afficher du bleu, blanc, il y a qu'en France qu'on voit ça, en fait, hein. Un mec qui sort le drapeau portugais, il y a pas de problème, même en France. Un gars qui sort le drapeau algérien, il y a pas de problème. Tu veux sortir, le drapeau de l'Argentine, tout ce que tu veux comme drapeau en France. Par contre, si tu sors le drapeau français, c'est pareil, ça mais c'est justement parce que l'extrême droite en a fait ses couleurs et en a fait ce logo, hein. Ça aussi, ça a été, pareil, ça a été comment dire? Une ingénierie psychologique qui a fait qu'aujourd'hui, les gens, quand ils voient du bleu, blanc, rouge, automatiquement, ils se disent facho, tu vois? Mais non, c'est juste le drapeau du pays qu'on habite. Je veux dire, voilà, il y a pas à se poser ce genre de questions. Donc, non, non, je suis parfaitement d'accord avec toi sur le constat sur, Marine Le Pen, et je pense qu'on est tous d'accord là ce soir. Il y a plus rien à attendre du Rassemblement national, il y a plus rien à attendre ils n'ont plus rien de nationaliste d'ailleurs, hein. Ce sont plus des européistes que des nationalistes aujourd'hui. Ce sont tout simplement des arrivistes, c'est tout. C'est des arrivistes, je vous dis, dédiabolisation à plat ventre devant la doxa républicaine et on n'en sort pas. Donc c'est même pas une question de espérer quelque chose dans ce rassemblement national. Maintenant, nous devons tout faire pour le détruire. Bah, comme vous disiez, faut une révolution, et moi c'est là où je vois, comment dire? Je vois le piège se profiler, puisque en fait, nous on souhaiterait une révolution pour changer de système, et ceux qui nous conduisent là vers une révolution souhaitent aussi une révolution pour changer de système, mais pour passer à une souveraineté européenne. Donc révolution il y aura, et puis, bien, on verra comment ça se passera, quoi. Je veux dire, d'ici là, j'espère quand même que le bon sens aura gagné, un maximum de cerveau et l'esprit des gens, ou sinon, bah, sinon oui, on va droit dans le mur et on va à la fin des souverainetés nationales, en tout cas en Europe. Il faut pas oublier qu'un certain Edmond Rothschild avait dit que le verrou à faire sauter, c'est la nation. Donc ces gens sont totalement opposés, puisqu'il y a une personne qui me pose la question sur qu'est-ce qu'un État fédéral. Bah en fait, l'État fédéral s'appelle l'Europe, hein, c'est tout. Hein, c'est disparition de toutes les frontières, et finalement, on aura un bloc qui sera, comment dire, un conglomérat européen avec plus de nations. D'ailleurs, on l'a déjà quelque part, hein, l'État. Enfin, on l'a pas vraiment, mais parce que bon, il y a encore l'esprit national, et puis il y a encore, on va dire, des particularismes qui font qu'on est encore plus ou moins nationaux. Mais en réalité, sur un certain plan juridique, il y a pas mal de choses qui ont sauté. Et c'était la volonté d'Edmond Rothschild.
Donc, le verrou à faire sauter, c'est la nation, c'est de créer des blocs, hein, un bloc euro-atlantique, un bloc asiatique, enfin un bloc africain, mais pas civilisé, hein, qui reste dans l'arriération parce que ils ont les matières premières, donc il faudrait pas qu'ils se développent trop cela quand même. Bon, il faudrait pas qu'ils se développent du tout en fait, parce qu'il faut quand même que euh, les globalistes puissent continuer d'utiliser les ressources pour construire des appareils technologiques qui nous maintiennent en esclavage quand même, parce que sans les matières premières, il y a plus de pipeau, il y a plus de baratin sur le technotronique, hein, sur la technostructure, puisqu'on dit que Macron veut faire un gouvernement de techniciens, c'est-à-dire un gouvernement pré-mondialiste, quoi. Hein, alors si Glucksmann demain est Premier ministre, d'ailleurs je ne sais pas, est-ce que Macron a déjà choisi un Premier ministre? Bonne question. Pour l'instant, on sait que Gabriel Attal, le petit garçon de l'Élysée, le garçonnet de l'Élysée, Premier ministre, j'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai jamais utilisé un transpalette, je sais pas ce que c'est que le vrai travail. Je n'ai fréquenté que les palais dorés de la République et les restaurants de luxe et les endroits luxueux. Probablement que Gabriel Attal, je pense que il met une paire de chaussettes, le lendemain il remet pas la même, quoi. Donc un peu comme nous tous, mais je pense qu'elle part à la poubelle. Donc ces gens-là en fait n'ont aucune notion de ce que vit le vrai peuple en fait. Mais c'est pas grave. Qui va être le Premier ministre? En fait, on s'en fiche de toute façon, ça sera forcément un serviteur de McKinsey encore ou de BlackRock ou de Vanguard et on continuera lentement le déclin et les Français vont faire des barbecues tout l'été. Ça me rappelle la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi bien sûr. Eh bien, les Français sont cigales, hein, et nous on est les fourmis. Ça va être très compliqué pour les cigales, hein, l'hiver là qui va arriver, je pense. Il y a une bonne nouvelle dans tout ça quand même, c'est que, Meyer Habib, lui, n'a pas été réélu. Donc ça, ça Tout à reste quand fait, même il y a tout quand à même des fait, trucs dont on peut se réjouir. tout à fait. Bon, bah, je sais Oui, pas mais si enfin, vous avez encore, celle qui la remplace, c'est pas tellement mieux, hein, parce que qu'est-ce qu'elle a fait comme déclaration? Elle a dit que en fait, on n'a pas besoin de représentants comme lui. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de représentants qui partagent ses idées, mais qui sont beaucoup plus subtils. Moi, à la limite, je préfère qu'un meilleur Habib soit réélu, parce qu'au moins, ça avait l'avantage d'être un peu visible, quoi. Ça avait l'avantage d'être transparent et d'en réveiller quelques-uns. Maintenant qu'il a été éjecté, l'autre, elle va fonctionner de manière plus subtile et c'est bon. Personnellement, je suis pas sûr mmh. qu'on y gagne au change, quoi. Bah, visible ou pas, je veux dire là, c'était visible. Après, il y a pas plus aveugle que ceux qui refusent de voir. Je veux dire, tout le monde a vu ce qui s'est passé en Palestine. Voilà, on peut clairement utiliser le mot de génocide. Maintenant, Israël tourne les yeux vers le sud du Liban. Donc c'est pareil, là, on va voir ce qui va se passer par la suite, hein. Bah, monsieur Plancardassac, Maximus, si vous avez encore des choses à ajouter, c'est maintenant. En attendant, je vous rappelle, nous, que demain, on se retrouvera à 21h donc pour la libre antenne. En introduction de la libre antenne, je vous parlerai justement d'une expérience, socio-psychologique très peu connue. Donc je vous raconterai tout ça demain, en détail et puis, bah, je pense que ça fera l'introduction de la libre antenne. Après, comme son nom l'indique, c'est une libre antenne, donc vous serez aussi, libre d'amener des sujets et ça se passe, pour ceux qui connaissent, pas le principe sur YouTube, parce que je vois qu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés récemment sur YouTube. Ça se passe, par téléphone. Voilà, vous pouvez joindre la libre antenne par téléphone et on peut aborder tous les sujets que vous souhaitez à partir du moment où ça se fait, dans la politesse, l'intelligence et la bonne entente. Monsieur Plancardassac, si vous avez quelque chose à ajouter? Que voulez-vous que je rajoute de plus de tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai pu dire au cours de cette émission? Je ne pourrai que me répéter. Je recommanderais aux personnes qui écouteront cette émission de lire, de se cultiver, de parce que c'est le seul moyen de, bon, à part les entretiens que nous pouvons avoir, etc. Si vous ne lisez pas, vous n'avez pas une connaissance suffisante, une vision d'ensemble. Il faut lire, y compris des livres de l'adversaire, parce que là, vous allez le découvrir. J'utilise
depuis longtemps déjà, une technique très simple qui, jusqu'à présent, m'ont mis à l'abri de poursuites. Quand j'attaque l'adversaire, je me garde toujours de l'insulter, ni de le moquer, ni quoi que ce soit. Je me sers de ses propres textes pour le démontrer ce qu'il est, pour montrer ce qu'il veut faire, à notre détriment, au détriment du peuple que nous représentons. Donc, lisez, approfondissez, comparez les idéologies. C'est la démarche que j'ai faite, moi. J'ai pas cru de prime abord tout ce que me disait mon père, bien que ça me semblait tellement logique et cohérent que je me disais oui, bon, c'est pas la peine que je cherche ailleurs. Mais j'ai voulu chercher ailleurs et surtout, j'ai voulu connaître les analyses de l'ennemi. Parce que, pour une raison très simple, si vous ne connaissez pas l'ennemi, ce qu'il veut, ce qu'il propose, ses moyens, ses modes d'action, vous ne pouvez pas vous en descendre. Donc, il y a deux démarches à faire. Premièrement, se former sur ses propres principes. À partir du moment où on a fait le tour du problème et qu'on se dit, oui, c'est ce qu'il y a de meilleur, humainement, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et deuxièmement, il faut connaître l'ennemi. Sinon, vous ne savez pas le combattre. Et Voilà. je vous réinviterai, monsieur Poncardassac, de toute façon, à la sortie là de votre prochain ouvrage. Et pour ceux qui veulent, suivre monsieur Poncardassac, je vous invite à rejoindre, le cercle, là où c'est la chaîne YouTube qui s'appelle Le Cercle des Nationalistes. C'est ça? Français, je crois? Cercle des nationalités. Non, attendez, c'est déjà comment? Cercle nationaliste français, au Voilà, pluriel. Au c'est votre pluriel. c'est votre chaîne. En fait, c'est une formule qui rejoint la notion de cellule. Ce que je veux, je n'ai pas voulu créer de parti, sinon j'aurais pas le temps de faire le reste. Mais j'ai voulu, en lançant cette idée-là, donner la notion de travail en cellule. Et ça, je ne peux que le répéter. Réunissez quelques amis, pas nécessaire d'être très nombreux. Prenez un sujet, analysez-le, discutez entre vous, approfondissez. Ce n'est que comme ça que vous pourrez vous former et que vous pourrez à votre tour former d'autres, et ainsi de suite. Boule de neige. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, monsieur Poncardassac. Et Maximus, pareil, si tu as une dernière chose à ajouter. Oui, alors moi je suis d'accord avec Philippe Loncardassac. Évidemment, je vous recommande la lecture de ces livres qui sont très très bien écrits. Je vous recommande aussi particulièrement, parce que celui-là il est assez éclairant, il est très intéressant, l'histoire des banques centrales et de l'asservissement de l'humanité de Stephen Mitford Goodson. Si tu peux trouver comment dire, l'image du livre Histoire des banques centrales et de l'asservissement de l'humanité chez Omnia Veritas. Évidemment, c'est un livre qui est pas compliqué à lire, qui est petit et qui va vous donner des clés pour un petit peu démonter les arguments de certains. Et puis, toujours évidemment, j'insiste hein, sur la manipulation des masses, hein, le livre sur le Tavistock Institute, les relations Institut Tavistock, des relations humaine, comment on peut façonner le déclin moral, spirituel, culturel et politique, économique. Ça se passe aux États-Unis, bien sûr, mais c'est aussi chez nous. Les États-Unis, c'est chez nous. Et j'insiste encore une fois, David Colomb, je suis en train de le terminer là, les maîtres de la manipulation, un siècle de persuasion de masse. Ce sont des bibles, en fait, ces livres, parce qu'ils sont pas trop gros, ils sont pas trop compliqués à lire, et ils vont vous faire comprendre très rapidement dans quoi on est embarqué. Et ça, c'est tout à fait le genre d'ouvrage qu'il qu'il faut étudier pendant les vacances, tout simplement, parce qu'il faut faire le travail intellectuel. Je suis d'accord avec Philippe Plancardassac. C'est bien de regarder des vidéos, mais il faut se remettre à lire, il faut se remettre à se cultiver parce que on va avoir du pain sur la planche, c'est évident. Et je crois que
pour terminer et pour conclure ce direct, d'ailleurs, je remercie les gens de nous avoir suivis. Je salue à la dernière minute, évidemment, tout ce petit monde. J'aurais dû le faire au début. Pardonnez-moi, j'ai été pris un petit peu dans ce débat. Malika Atoum, entre autres. Beaucoup de messages de sympathie, Azam et Gigi, tout le monde. Évidemment, je vous salue tous. Et donc, lisez ces livres que j'ai déjà proposés maintes et maintes fois, mais je les repropose à chaque fois parce que ils sont essentiels. Je vous ferai pas rentrer dans les livres de, comment il s'appelle, d'Alexandre Le Breton, qui eux aussi complètent un autre volet très très important. Mais je pense les livres que vous pouvez vous procurer avec les citations, parce qu'on parle beaucoup des citations, c'est Michel Collomb, Les USA, les 100 pires citations, et de Jean-Pierre Boucher et Michel Collomb, Israël, les 100 pires citations chez Investigation. Ça, c'est des livres, c'est des petits livres qu'il faut avoir parce que il y a les citations de tous ces officiels israéliens, américains, qui vous expliquent souvent que, par exemple, Yitzhak Rabin, je vais vous en lire une, par exemple, qui dit, c'est le commandant des forces armées du nord d'Israël, évidemment. Il a été aussi, en 1957, il a été aussi chef d'état-major à partir de 1964. Il a été dirigeant du Parti travailliste. Bref, c'est pas n'importe qui. Eh bien, il explique que on peut casser les os des Palestiniens sans aucun problème. Et il dit ça en 1988 lors d'un meeting électoral. Il se vante d'avoir certains résultats. Il dit qu'on a blessé 7000 Palestiniens, 18 000 ont été arrêtés, 5600 sont actuellement en prison et voilà, il est très content de lui. Le problème, c'est que ça continue aujourd'hui et je rappelle que les Palestiniens, je dirais même les Gréco-Palestiniens, c'est nous, demain, si on ne se réveille pas. Et si vraiment vous n'aimez pas lire, si vraiment vous aimez pas lire du tout et que vous voulez en savoir plus sur l'Institut Tavistock dont vous a parlé Maximus, sur cette même chaîne là, sur YouTube, sur la chaîne Loup Divergent, vous pouvez trouver un documentaire que j'ai réalisé il y a, je crois, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, qui fait un peu moins d'une trentaine de minutes et c'est un concentré d'informations sur l'Institut Tavistock et ça fait le lien aussi avec ce dont vous parlez Maximus, la manipulation mentale, le MK Ultra, les sujets dont traite justement beaucoup Alexandre Le Breton. Je vous remercie tous les deux. Donc, je vous rappelle qu'on se retrouve demain soir 21h pour la libre antenne et puis on se retrouvera aussi vendredi soir 21h pour le Journalou. Donc là encore une émission demain et après-demain soir. Et puis après, ensuite, on se retrouvera mardi prochain à 20h30 avec Maximus. Merci encore à vous deux. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis on se retrouve demain, 21h. Merci à Philippe Pancardassac pour sa présence avec nous ce soir. Merci aux camarades qui ont suivi le direct. Et je suis désolé si ce soir le cœur n'y était pas, mais j'assiste à des scènes à l'extérieur qui sont un peu affligeantes en termes de réaction. Les gens sont vraiment sur une autre planète, quoi. Voilà. Merci aussi, monsieur Ploncardassat, d'avoir accepté l'invitation une fois encore ce soir. Et je dirais que Dieu nous garde, n'oublions pas. On vous a pas entendu, monsieur Ploncardassat, pardon. Je disais merci aussi à vous de m'avoir invité. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Et puis, rendez-vous demain soir, 21h. Ciao.
arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence. Et rapidement, un petit mot. Je vous rappelle, pour ceux qui veulent prolonger la soirée, vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Donc sur la tanière, sur Discord, vous trouvez le lien normalement dans le descriptif de la vidéo. Sinon, vous allez directement sur Discord, vous tapez la tanière, vous allez trouver. Ou sinon, le lien, je crois, est passé dans le clavardier sur des lives.